Vous êtes les bienvenus dans ce journal de la télévision nationale dont voici le sommaire. Le président de la République a reçu en audience le vice-président de la Banque mondiale. Les échanges ont eu lieu au palais Sékou Touré avec au menu plusieurs sujets de développement. Nous irons à Guékédou où l'initiative présidentielle comble le manque d'infrastructures sociales de base. Une approche du chef de l'État, professeur Alpha Condé, déterminé à améliorer les conditions de vie des populations. Au panorama culturel, promotion de la mode guinéenne à travers une émission télé-réalité. La radio-télévision guinéenne a l'exclusivité de la diffusion de cette émission qui débutera le samedi 3 août à 16h. Les détails dans ce journal avec Mikini Moussa Kamara. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver dans cette édition. Audience au palais Sékou Touré. Le président de la République a échangé avec le vice-président de la Banque mondiale. L'entretien a porté sur plusieurs sujets de développement comme l'énergie, l'autonomisation de la femme et la santé. Sanassé Keita. L'entretien gravite autour du renforcement du partenariat entre la Guinée et le groupe de la Banque mondiale. Le vice-président de cette institution bancaire et le chef de l'État ont discuté de plusieurs sujets importants pour soutenir l'économie guinéenne, notamment la santé, l'autonomisation des femmes, l'énergie et l'agriculture. L'objectif de ma visite en Guinée, c'est de voir avec les autorités guinéennes les priorités de développement du pays et le rôle de la Banque mondiale. Comment est-ce que la Banque mondiale peut renforcer son partenariat et l'appui à l'économie guinéenne. Avec son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons passé en revue ses priorités et le financement de la banque. Donc nous avons parlé du secteur de l'énergie et l'objectif d'augmenter l'accès à l'énergie électrique en Guinée. Nous avons parlé de secteurs sociaux et surtout de l'objectif de l'autonomisation des femmes guinéennes et l'amélioration aussi de la santé et la nutrition des enfants. Nous avons aussi parlé du secteur de l'agriculture et comment améliorer l'agriculture en Guinée et investir dans l'agro-industrie et l'agro-business. C'était vraiment un revue très important et notre objectif c'est d'augmenter les ressources de la banque et les investissements de la banque en Guinée, mais aussi de choisir bien les projets et les programmes qui appuient le plan et le programme du gouvernement guinéen. Le ministre du Budget s'est dit très réconforté de l'appui de la Banque mondiale à la Guinée ces dernières années. L'aide de la Banque mondiale a augmenté de 3,10 points au bout de 3 ans et ils ont revu ensemble toutes les priorités, notamment l'agro-business. Le président a souhaité que la Banque mondiale regarde comment financer la chaîne de valeur, c'est-à-dire de la production jusqu'à la commercialisation. Et je crois que les décisions vont continuer avec nous au niveau technique pour ficeler toutes ces priorités afin que le pays puisse réaliser ses objectifs avec l'appui de nos amis de la Banque mondiale. Le vice-président de la Banque mondiale s'est félicité des performances macroéconomiques enregistrées par la Guinée ces dernières années sous le leadership du professeur Alpha Condé. À travers ces résultats donc, l'institution bancaire compte intensifier ses investissements en Guinée en vue d'assouvir les aspirations de la population. Autre sujet d'actualité, les nouvelles technologies au service du secteur agricole pour atténuer la pénibilité des agriculteurs et augmenter leur productivité. L'initiative présidentielle d'appui au développement rural modernise les pratiques culturelles. Ce programme présidentiel de mécanisation à grande échelle met des tracteurs et des moissonneuses-batteuses à la disposition des producteurs pour la préparation du sol et les opérations de récolte. Fodé Camara nous en dit plus. Lors de la campagne agricole 2018,
Sur les rives du Rio Nunez, le port minier de Dapulon a été le théâtre de la réception de 50 tracteurs et 120 moissonneuses-batteuses. Visant à alléger les travaux champêtres, cette démarche de mécanisation est l'une des composantes de l'initiative présidentielle d'appui au développement rural. Nous avons toutes les capacités, non seulement d'être autosuffisants, mais d'être le grenier de l'Afrique de l'Ouest. Cela dépend seulement de la volonté et de la capacité du gouvernement à accompagner les cadres et les paysans. Avant, pour téléphoner, c'était la couleur à la bannière. Il fallait tirer les fils. Aujourd'hui, n'importe quel paysan guinéen, avec son portable, il peut téléphoner. Alors, nous avons décidé de faire la même chose pour l'agriculture. Donc, nous avons mis sur l'agriculture les nouvelles technologies. C'est-à-dire les tracteurs, les moissonneuses-batteuses, etc., sont dotés de GSM. Donc, si Maforia Kindia veut louer le tracteur, il n'a pas besoin. Il prend son téléphone, il appuie sur le tracteur et il dit j'ai besoin de louer le tracteur pour 10 hectares, 20 hectares, le tracteur vient. S'il veut le faire pour la moissonneuse-batteuse, c'est la même chose. S'il veut acheter l'engrais, il n'a plus besoin d'aller. Il appuie, je commande tant de tonnes d'engrais, on livre. Donc, ça permet aux paysans de ne pas se déplacer. Ça lui permet aussi d'avoir la mécanisation sans être obligé de payer le tracteur. Né du pacte scellé avec les paysans au Cas de Bellevue, depuis le 16 février 2011, le programme prioritaire présidentiel d'appui au développement rural se diversifie. Aujourd'hui, au compte de cette diversification, des actions contre la faim, la plateforme de gestion innovante dénommée Kobiri affiche ses premiers résultats à Koundara. En plus de la mécanisation, des fertilisants sont mis aussi à la disposition des paysans. Dans le cadre de l'autosuffisance alimentaire, le président de la République, soucieux, n'est-ce pas, du développement économique de notre pays, a daigné envoyer pour Koundara 9 tracteurs, comme vous devez le constater, plus 15 moissonneuses-batteuses. Ces moissonneuses-batteuses et 15 machines vont servir les préfectures de Koundara, Gawal, Télémélé et Leluma. Mais confiés à une société qui vient, et chaque fois que les gens ont besoin, ils font des prestations de services. Donc voilà pourquoi vous voyez toutes ces machines-là ici, et nous en avons d'autres dans le magasin. Et toujours pour aider les populations, surtout la population agricole, Monsieur le Président de la République nous a envoyé près de 1400 tonnes d'engrais. Nous avons aussi des herbicides. Nous avons toutes catégories, vous l'avez vu. Et nous en avons encore dans les magasins. Déjà, Koundara n'a pas besoin de tout ça. Nous sommes en train, à l'heure là, de ravitailler Mandiana, Kankan, Sigiri et Forêt-Caria. Nous sommes venus dans le cadre de l'ANAFIC pour la pose de première pierre. Mais au-delà de ça, nous devons montrer les acquis du président de la République, le professeur Alpha Condé. Donc, c'est pour vous dire que, une fois de plus, le président a le souci pour que ces populations soient heureuses, qu'il y ait l'autosuffisance alimentaire. À Koundara, dans les plaines de Sambaïlou et Kamabi et au-delà, les activités du premier labour se font avec moins de pénibilité. À Mamou également, grâce au coup de pouce de la mécanisation, les paysans sont soulagés dans les travaux de préparation du sol et de récolte. Avec les machines, aujourd'hui, on est capable de faire plusieurs superficies en un clin d'œil. Et cela, vraiment, nous satisfait énormément. Je peux dire que la présence des machines cette année va faire du Fouta et du Mamou, où je suis, un grand grenier et un réservoir de la réussite de l'agriculture. Et encore, à travers les machinistes là, vraiment les Kobiri, dès que vous êtes prêt à labourer votre parcelle, tu vas pour seulement verser l'argent dans Orange Money. Ils vont programmer les machines. Le lendemain, tu vas commencer à travailler. Donc ça, c'est important pour nous. Il n'y a pas de retard, il n'y a pas de perte sur la récolte. L'année dernière à Timbo, dans ce champ de 40 hectares de riz, cultivé par le paysan leader Kerno Boubacar Kalo, les moissonneuses-batteuses du programme présidentiel ont permis de lutter contre les pertes très récurrentes lors des campagnes précédentes, par faute d'équipement de récolte, notamment dans le périmètre de Diakatouga, dans la commune rurale de Timbo et les autres grandes zones de production de Mamou.
À présent, direction Kindia, la capitale des agrumes, où s'est tenue la rencontre du comité de pilotage du programme national d'appui aux acteurs des filières agricoles, extension Basse-Guinée-Farana. Cet accompagnement touche le désenclavement des zones de production et la vulgarisation des pratiques culturelles par le biais des champs écoles. Moussa Bangoura, Fodé Camara. Le programme national d'appui aux acteurs des filières agricoles, extension Basse-Guinée-Farana, est à la croisée des chemins. Avant la dernière ligne droite programmée au mois de décembre prochain, l'heure est à la mise en place d'un dispositif de planification rationnelle pour améliorer de façon substantielle le taux d'absorption de ce projet de 23 millions de dollars financé par le gouvernement guinéen et le Fonds international de développement agricole. Au pas des BGN, je t'avais dit, et on l'a réalisé. HFM, quand je prenais, c'était vraiment de la catastrophe. Il y avait d'endettement, le taux de décaissement était faible, mais on l'a clôturé avec 99% de décaissement. Là, on est à 76%. Et vous vous souviendrez qu'en décembre 2017, on était à 13%. Je crois que les 6 mois là qui nous restent, ou les 10 mois d'ailleurs, ça trouvera qu'on est à 99%, je suis sûr. Cette session de Kindia a permis de jeter un regard rétrospectif sur les acquis et d'esquisser un nouveau schéma d'exécution des actions de promotion rurale programmées par le comité de pilotage. Nous avons demandé au projet d'établir un chronogramme précis, détaillé, pour indiquer les différentes activités qui vont être menées d'ici la clôture de ce projet qui est prévu à la fin de cette année. Nous, côté bailleur, nous sommes confiants que le projet pourra atteindre ses objectifs. S'il y a une bonne planification qui est faite avec les ressources disponibles. Année charnière, la campagne agricole 2018 a enregistré des résultats significatifs confirmés par une mission de supervision. Quand vous prenez en fait le pourcentage qui était prévu dans le cadre de l'implication des femmes dans les organes de décision des OPA, il était prévu un pourcentage de 30%. Mais aujourd'hui, on est vraiment à 38%. Et ça, c'est à la faveur de beaucoup d'activités, beaucoup d'efforts que nous avons fournis, puisqu'il y a eu beaucoup d'informations, de sensibilisation dans les OPA pour une meilleure prise en compte des femmes et des jeunes. En plus de ces sensibilisations, nous avons essayé vraiment aussi d'accompagner les OPA à réviser leurs textes pour que en fait, la prise en compte des femmes et des jeunes soit une réalité. Au-delà de la réhabilitation de 16 km de pistes rurales, plus de 500 hectares de bas-fonds et de plaines ont été aménagés. Près de 50 magasins de stockage et de complexes d'étuvage réalisés, sans oublier la mise en place de 28 champs d'écoles paysans pour la vulgarisation des bonnes pratiques agricoles pour les filières riz et maraîchage. Dans le pays profond, le bitumage de la voirie urbaine change progressivement l'image de la ville de Guékédou. Les populations s'en réjouissent et remercient le chef de l'État pour la réalisation des projets de développement et de décentralisation. Bernard Tanguino. Voici à quoi ressemblait la voirie urbaine de Guékédou il y a quelques mois. Aujourd'hui, le bitume remplace la poussière et la boue. Le centre-ville reprend une image réluisante pour le bonheur des usagers. Avant, la moto tombait en panne, mais actuellement, ça va un peu mieux. On peut bien circuler, moins de problèmes. Autres admirateurs de la chaussée bitumée, les étalagistes et les propriétaires de hangars d'alimentation. Désormais, la nourriture est à l'abri de la poussière et de la boue, ce qui rassure et augmente la clientèle chez Kumba. Lorsqu'il pleuvait, il y avait de la boue partout ici. Ça gênait certains de nos clients qui venaient pour manger et d'autres se retournaient à cause de la boue. La poussière nous gênait aussi. Mais aujourd'hui, Dieu merci, grâce au professeur Alpha Condé, la ville est bitumée. Le projet de réhabilitation de la voirie urbaine a offert une quinzaine de kilomètres de bitume à la ville. Les citoyens plaident en faveur d'une augmentation du nombre de kilomètres bitumés
et surtout en faveur de l'achèvement de la reconstruction de la nationale Kissidougou-Guékédou. Aujourd'hui, Dieu merci, il y a le goudron au centre-ville. Mais en ce qui concerne la route maintenant de Kissidougou-Guékédou ici, il y a, c'est très mauvaise. Au total, une cinquantaine de kilomètres allant de Kaelaou à Kwendembadou reste encore un calvaire pour les usagers. La reconstruction de ces tronçons qui traversent le centre-ville de Guékédou s'impose comme une urgence pour permettre aux habitants de la ville de Tiendenan-Dembadouno de mieux profiter de ces nouvelles routes goudronnées. Tenu à Conakry de la réunion du comité technique de la statistique, ce comité se retrouve dans le cadre des préparatifs de la deuxième session du Conseil national de la statistique qui se tiendra bientôt à Conakry. Maïmouna Bella Diallo, reportage. Le comité technique de la statistique, un organe chargé de la mise en œuvre et du suivi des décisions, des recommandations. Dans le cadre des préparatifs de la deuxième session du Conseil national de la statistique, ce comité vient de tenir une réunion. Il s'agit d'examiner le rapport statistique national pour l'année 2018 et le programme statistique national 2019. La présente rencontre vise à valider ces documents techniques élaborés par le système et qui seront adoptés par le Conseil national de la statistique lors de sa deuxième session. Par rapport à l'INS, il y a eu la création de la filière des cadres moyens de la statistique en collaboration avec l'INS, l'ENA et l'École nationale des statistiques d'Abidjan. Selon le contenu de ces documents, malgré les résultats enregistrés, le système statistique guinéen est confronté à certains défis. Au lieu de fonctionner comme un établissement public à caractère administratif, l'Institut national de la statistique continue d'être une direction. Les organes qui s'attendent au fonctionnement de l'INS ne sont pas tous mis en place. Par exemple, nous n'avons pas de conseil d'administration. Donc c'est là que nous interpellons, nous demandons les hautes autorités pour nous aider afin que ces statuts, le décret de ces statuts soit signé pour que l'INS retrouve son autonomie administrative et financière comme prévu par la loi. Parmi les principales opérations statistiques d'envergure programmées cette année, l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages, l'enquête nationale sur l'emploi et le secteur informel en Guinée et la préparation du recensement général de l'agriculture prévu en 2020. Sans oublier la réalisation par l'Institut national de la statistique, INS, d'une enquête multisectorielle durable. Et puis, renforcement de capacité des hommes de médias guinéens. Le ministère de l'Information et de la Communication lance un programme intitulé Médias, Formation et Performance. L'objectif est de former de nombreux journalistes des médias publics et privés du pays. Avant le début du programme, une tournée de collecte de besoins de formation est en cours dans les différents médias de la capitale. Mamadi Terda Kamisoko. Le monde des médias guinéens a connu de profondes mutations ces dernières années. Avec une cinquantaine de radios, des chaînes de télévision, de nombreux journaux et sites internet, les opinions se sont diversifiées dans le pays. Pendant ce temps, les journalistes, eux, sont en quête d'excellence, eu égard aux nombreux manquements à la profession. Le ministère de l'Information et de la Communication, à travers son centre de formation, est conscient du défi. D'où le lancement d'une dynamique média, formation et performance. Quoi qu'on en dise, nous sommes très critiqués. On a fait le constat réel sur le terrain qu'on a trois types de journalistes fondamentalement qui ont besoin de formation. Il y a des journalistes qui sont sortis des filières, d'autres filières que le journalisme, qui exercent dans les rédactions, mais qui ont besoin justement de remise à niveau pour être compétitifs sur le terrain de la performance. On a une deuxième catégorie, ce sont des journalistes qui, n'est-ce pas, sont sortis des écoles de journalisme, mais qui, par manque de structure justement répondante, n'ont jamais connu de perfectionnement.
Et aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a, n'est-ce pas, une immense partie de la jeunesse qui est tentée par le journalisme, c'est-à-dire ce sont des journalistes, des stagiaires qui exercent dans les différentes salles de rédaction, qui, par vocation certaine, d'autres aussi par manque d'emploi, exercent parfois tant bien que mal. Et je pense qu'il faut essayer de recadrer, n'est-ce pas, toute cette mécanique pour essayer justement de mettre en exergue en Guinée le professionnalisme. Ce vaste programme de formation touchera les médias publics et privés élargi aux associations professionnelles de presse. Avant le démarrage du projet, les initiateurs se concertent avec les patrons de presse pour la collecte des besoins de formation au niveau des différentes presses. Le quotidien national Oroya, la Guipel et la RTG1 sont les premières étapes de cette campagne. Nous avons besoin d'une remise en question, une remise à niveau. Il faut comprendre que Oroya a 58 ans. Les premiers journalistes de Oroya aujourd'hui ne sont pas là. Si nous ne formons pas des journalistes pour pouvoir prendre le relais, pour pouvoir assurer à la population guinéenne l'information qu'elle a besoin, c'est un travail que nous sommes en train d'enterrer. Alors pour cela, moi je félicite encore la direction générale du centre de formation. Nous sommes maintenant dans une situation où il faut que les médias du service public jouent leur rôle, que les médias qui ne le sont pas aussi jouent le leur. Et que le tout concourt à apporter quelque chose de nouveau aux Guinéens. L'objectif recherché est de préparer les hommes de médias à faire face aux grands enjeux de la gouvernance, comme les échéances électorales à venir. Autre sujet d'actualité, bourse d'excellence CEDEAO pour le développement du genre. Une soixantaine de jeunes filles et garçons des institutions d'enseignement technique et supérieur viennent d'en bénéficier à Kindia. Issus de familles défavorisées, la CEDEAO, à travers son centre pour le développement du genre, entend encourager les filles à choisir les filières scientifiques. Le point avec Moussa Komara. À Kindia, des élèves et étudiants des institutions d'enseignement technique et supérieur de la Basse-Côte reçoivent des bourses d'excellence de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Ces 19 lauréats issus des familles défavorisées sont en majorité des filles brillantes dans leur domaine de formation. C'est à cœur joie que nous recevons ces prix qui seront dédiés à nos parents et à nos formateurs qui, durant nos années d'études, n'ont ménagé aucun effort pour notre encadrement. Sur 60 bénéficiaires du pays, 47 sont de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. L'objectif de la campagne est d'aider les jeunes filles à avoir accès à une éducation de qualité jusqu'au plus haut niveau. Surtout, contribuer à l'élimination des disparités dans le secteur de l'éducation dans les États membres de la CEDEAO. Ces dernières années, notre pays s'est fortement engagé dans cette lutte en mettant en place des mécanismes et des mesures incitatives. Nous avons un plan d'action qui privilégie la formation d'abord des cadres des institutions qui sont chargés de coiffer ces filles-là pour qu'elles s'approprient du concept genre. Vraiment. Ensuite, nous avons mis des stratégies en place pour améliorer l'accès de ces filles-là dans les filières techniques. Pour les autorités du ministère de l'enseignement technique, ce programme est un appel à la persévérance à l'endroit des jeunes filles brillantes et méritantes des filières techniques et scientifiques. Nous voulons qu'elles soient plus nombreuses et plus engagées car leur présence dans notre formation donne beaucoup plus de valeur. Ensuite, je suis très satisfait par le fait que ces bourses permettront d'attirer beaucoup d'autres filles, qu'elles comprennent que le métier n'est pas lié à un sexe mais plutôt à une compétence. Ce programme de bourse d'excellence initié par le Centre pour le développement du genre de la CEDEAO vient soutenir et encourager les efforts des États membres de l'organisation.
Dans le même registre, retour sur les résultats de l'examen du premier cycle d'études élémentaires. Ce soir, nous vous amenons à la rencontre des lauréats des communes de Dixine et de Ratouma. Marc-Gérard Guilavogui et Mamadou Saliouba se sont hissés à la tête de leur commune au bout d'un travail de dur labeur. Abraham Christophe Conté et Mamadou Saliouba sont nos reporters. À Dixine, Marc-Gérard Guilavogui est le premier de la commune à l'examen d'entrée en 7e année. Dans la famille Guilavogui à Bellevue, parents et voisins célèbrent la performance de Marco, comme on l'appelle ici. À 11 ans, il s'est distingué parmi les 3751 candidats de la commune de Dixine. J'ai appris les résultats grâce au téléphone Ariba. Quand je jouais à la maison, maintenant on m'a informé, on m'a appelé, on m'a dit de dire mon PV, j'ai dit mon PV, j'ai dit 2242. Ils sont partis vérifier, ils ont montré que j'ai été premier de la commune. J'étais vraiment content, puisque j'ai couru, je suis parti chez mon ami, je l'ai informé, j'ai dit maintenant d'attendre pour l'école. Marc Gérard a fréquenté le groupe scolaire Salif Keita de Dixine. Dans son établissement, il incarne l'exemple d'un élève brillant, assidu et ponctuel. Au-delà de l'école, Marc Gérard a aussi bénéficié d'un encadrement rigoureux en famille. Je prenais mon temps chaque nuit à partir de 19h30 jusqu'à 22h pour la répétition, pour les devoirs de maison, les devoirs de l'école. Il a été toujours premier. La première année aussi, il a été premier jusqu'en 6e année. Et j'avais inculqué dans sa tête que pour réussir, il faut se battre. À Ratouma, Mamadou Saliouba s'est hissé premier sur les 18 401 candidats de la commune. Il a fréquenté les écoles Barif turco-guinéennes. Dans son établissement d'origine, les encadreurs louent les efforts d'un élève exemplaire. Sa victoire est acquise au bout d'un travail de longue haleine. J'avoue que je me suis donné à fond pour ma réussite. Je révisais sans cesse, je révisais avec mes répétiteurs, je revois les leçons qu'on avait à faire le lendemain. Je fouillais les livres, je faisais mes propres recherches. Orphelin de père, Mamadou Saliouba a bénéficié de l'accompagnement de sa maman dans les préparatifs de l'examen. Aujourd'hui, sa performance est considérée comme le fruit d'un travail de dur labeur. Je suis très fière de lui et il m'a rendu vraiment fière. J'avoue que le passage n'a pas été facile pendant les 9 mois de cours. Je me suis vraiment donné, j'ai eu vraiment énormément de temps pour lui. J'ai su ce qu'il voulait. J'ai compris réellement qu'il a l'amour des études. Je l'ai aidé sur ce sens-là. Tout ce qu'il voulait concernant les études, je le faisais. Mamadou Saliouba et Marc-Gérard Guilavogui, deux lauréats, fruits d'une synergie entre l'école et la famille dans l'éducation. Direction Mamou, les points focaux de la lutte contre les violences basées sur le genre et les mutilations génitales féminines s'activent vers la mise en place des plateformes de réseautage pour une meilleure prise en charge. Accompagné par l'UNFPA, l'objectif est de freiner la persistance du fléau. Mamadou Paté-Baldé depuis Mamou. La lutte contre les violences basées sur le genre est devenue de nos jours un réel problème national. Malgré la signature de toutes les conventions relatives aux droits des femmes et filles par notre pays, ces pratiques persistent encore dans certaines localités faute de prise en charge transversale. Le ministère de l'Action sociale, dans le souci de freiner cet élan, compte sur les services de sécurité et de défense, la justice et les travailleurs sociaux. Lorsqu'un rapport médical n'est pas bien interprété, ça peut amener le juge à prendre une décision, une mauvaise décision. Il peut condamner un innocent, comme il peut libérer un coupable. De l'autre côté, vous avez l'élaboration des rapports médicaux légaux. Lorsque le rapport n'est pas bien élaboré, il est évident que le juge qui reçoit ne peut pas prendre une bonne décision.
Appuyé par l'INEFPIE, la vision du département en charge des questions de la femme et de l'enfance est d'amener les différents points focaux issus des services de santé et de la sécurité à apporter leur contribution au réseautage pour une meilleure prise en charge des cas de VBG et des MGF grâce à l'implication effective des services judiciaires. Quand nous recevons, quand on est saisi d'un cas de viol ou d'un cas de violence basée sur le genre, nous dressons une réquisition judiciaire qu'on oriente vers l'hôpital régional de Mamou. Dans ça, nous demandons le résultat médico-légal, déterminant que oui, il y a eu un cas de viol qu'on oriente vers le parquet. Nous, à notre niveau, il nous est interdit de nous fier à l'interprétation, à la qualification qui est donnée par les médecins qui ont fait la prise en charge. Il nous a demandé d'aller sur les éléments qui constituent l'infraction. Est-ce que ces éléments sont effectivement réunis? Dès lors que nous rendons compte que ces éléments sont réunis, nous faisons la qualification qui s'y est. Au cours de cette formation animée par un pool d'experts, ces acteurs ont surtout bénéficié des connaissances sur les techniques de rédaction des rapports médico-légaux et leur interprétation en cas de violence. C'est la justice qui peut nous aider à éradiquer ce fléau. Parce que quand les auteurs sont sévèrement sanctionnés, vraiment cela peut beaucoup freiner cette manière de faire. Conscient des conséquences de ces pratiques sur la santé des femmes et des jeunes filles et sur l'économie du pays, le ministère de l'Action sociale compte sur l'appui de la justice guinéenne dans l'application de divers textes de loi en faveur de cette couche vulnérable de notre société. Célébration à Conakry de l'an 67 de la révolution égyptienne organisée par la République arabe d'Égypte en Guinée. L'occasion a été mise à profit pour revenir sur la coopération guinée-égyptienne. Fatimatou Diallo nous signe ce reportage. Cette cérémonie marque le 67e anniversaire de la révolution égyptienne. Une révolution qui a changé l'Afrique en général et le pays des pharaons en particulier. Depuis 1952, un axe de coopération mutuellement avantageux se développe entre l'Égypte et la Guinée. De nos jours, les présidents Alpha Condé et Al-Sisi travaillent pour la promotion de ces relations bilatérales. La Guinée était non seulement le premier pays qu'a visité le président Al-Sisi lors de sa tournée africaine, mais c'était aussi la première visite présidentielle depuis la visite du président Nasser en 1965. Lors de la visite d'État du président Al-Sisi, 4 accords ont été signés, notamment dans les domaines du commerce, des médias, du sport, de la culture. Nous sommes en train de travailler dur pour signer plus d'accords dans différents domaines pendant le comité mixte qui aura lieu très bientôt pour promouvoir les relations bilatérales entre les deux pays. Haut cadre de l'administration, ambassadeur accrédité en Guinée et ami de l'Égypte était aux côtés de la représentation diplomatique à Conakry. Une manière d'exprimer leur reconnaissance à la coopération égyptienne. Une coopération qui s'articule autour de plusieurs angles. Je tiens, monsieur le chargé d'affaires, à vous réaffirmer la volonté ferme et constante du gouvernement guinéen de ne ménager aucun effort pour le renforcement, la diversification et la consolidation de cette coopération bénéfique entre l'Égypte et la Guinée. L'Égypte est l'un des premiers pays amis de la Guinée. Chaque année, l'université Al-Azhar octroie à la Guinée 16 bourses d'études. Les relations entre les deux premiers présidents étaient très dynamiques. Dans ce registre, la première université guinéenne porte le nom de Gamal Abdel Nasser, père fondateur de la République arabe d'Égypte. On ouvre à présent la page culture de cette édition. Le ministère de l'Information et de la Communication, à travers la Direction générale de la RTG, accompagne la structure de mannequinat CBC Worldwide dans la diffusion de l'émission de télé-réalité intitulée Le Mannequin saison 2. La RTG aura l'exclusivité de la diffusion de cette émission qui fait la promotion de la mode guinéenne. Mikini Moussa Kamara, Aboubakar Diaby pour les détails.
Le Mannequin saison 2 est une émission de télé-réalité de 14 épisodes. L'objectif est de vendre la mode guinéenne à l'échelle mondiale. Plus d'une centaine de filles ont participé à ce casting. Après la délibération par les membres du jury, 15 candidates sont retenues pour le moment. La première sera sacrée, le Mannequin 2019, et aura beaucoup de privilèges hors de nos frontières. Les enregistrements se sont déroulés à l'intérieur du pays et à l'hôtel Pan Kamayen. La présélection s'est faite sur les critères internationaux d'un mannequin. Elle devait avoir un minimum de 1,75 m, elle devait avoir un certain poids qu'elle devait respecter, et donc on est parti, et elle devait avoir un teint naturel, pas de dépigmentation, et vraiment elle devait avoir une certaine personnalité, parce qu'encore une fois aujourd'hui, le monde de la mode a évolué. Être un mannequin ne veut pas dire seulement défiler ou marcher sur un podium, ça veut dire vendre un produit, ça veut dire représenter des marques, être des égéries, donc il faut savoir s'exprimer. Il faut avoir une certaine personnalité. Dès ce samedi 3 août, les téléspectateurs suivront en exclusivité cette émission à la télévision nationale à 16 h. Elle sera rediffusée jeudi à 23 h chaque semaine. Cette année, c'est pareil. Nous déjà, pour la première saison en 2018, quand ils sont venus nous voir, comme je le disais tantôt, de façon spontanée, on a cru au projet, on a vu la vision qu'ils avaient. En fait, mon patron, de façon particulière, qui s'est impliqué aussi personnellement dans ce projet-là. Et donc, c'était de façon naturelle, en fait, qu'on s'est mis sur le projet pour la seconde année. Le partenariat ne peut qu'aller qu'en s'améliorant. Quand on a face à nous des partenaires fiables, travailleurs, rigoureux. Le renforcement des programmes de la radiodiffusion télévision guinéenne est une priorité pour nous. Et dans ce sens, le contenu que le Mannequin nous propose est intéressant, d'autant plus qu'il s'agit là d'un contenu local. Notre mission, ne l'oubliez pas, c'est aussi d'assurer la promotion des valeurs culturelles et sociales de notre pays. Cette émission télé-réalité est pleine de divertissement, de joie et d'humour. Elle a été supervisée et validée par un jury composé des experts nationaux et internationaux de la mode. Il s'agit du styliste français Taïguen Roland, Adama de la Mauritanie, Binta Sagale, une Guinéenne résidente à Chicago, États-Unis d'Amérique. Toujours au panorama culturel, cérémonie de remise d'un important lot d'instruments de musique à l'orchestre féminin de la gendarmerie nationale, les Amazones. C'est un geste du gouvernement à travers le ministère de la Défense. Sergent-chef Aboubakar Kamano, correspondant de la presse militaire. Promouvoir le sport, l'art et la culture au sein des forces de défense et de sécurité est l'un des axes prioritaires des autorités de la Troisième République. Pour rimer avec cette ambition, le gouvernement, à travers le ministère de la Défense nationale, offre un important lot d'instruments de musique à l'emblématique orchestre de la gendarmerie nationale, les Amazones de Guinée. Le ministère de la Défense nationale, avec l'appui inestimable de Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre d'État chargé des affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, a bien voulu être à la disposition de cette équipe remarquable comme une identité remarquable que constituent les Amazones de Guinée. Alors, je voudrais dire, vive la culture, vive les Amazones, et vive le développement de notre pays. Grâce au leadership du président de la République, chef de l'État, professeur Alpha Condé, cet orchestre a pu renaître de ses cendres grâce à l'accompagnement également de toute la hiérarchie militaire et surtout du haut commandement de la gendarmerie nationale. Et je souhaite que les civils vous emboîtent le pas. Un événement au cours duquel le haut commandement de la gendarmerie nationale, direction de la justice militaire, a procédé à la remise officielle du trophée et des médailles remportées par son équipe de football et son club de karaté lors des récentes compétitions organisées sur le plan national. Il s'agit notamment de la première édition du tournoi militaire et paramilitaire de football, doté du trophée de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le
le professeur Alpha Condé, du championnat national de karaté organisé par la Fédération de tutelle au Palais des Sports du stade du 28 septembre, où les gendarmes se sont distingués en obtenant 15 médailles, dont 6 en or. Ce geste du gouvernement ainsi que ces médailles et trophées, fruits de la réforme du secteur de défense et de sécurité, viennent s'ajouter à d'autres déjà acquis par les hommes en uniforme depuis l'avènement de la Troisième République. Et c'est pour fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bon début de semaine à tous et à toutes.